Bonjour et bienvenue sur Côté Ops. Alors aujourd'hui, une vidéo un peu particulière. Je vais faire une vidéo sur la roadmap que je vais vous présenter au fur et à mesure de ces prochaines vidéos. À savoir, c'est un parcours que moi j'ai suivi. C'est le parcours qui m'a permis, alors que j'ai pas de diplôme d'ingénieur, d'arriver aujourd'hui à un poste d'ingénieur DevOps en freelance. Alors bien sûr, ce sera des étapes. Je vais vous présenter toutes les étapes par lesquelles je suis passé avant d'arriver à ça. Et c'est un peu, en effet, ce que je préconise pour tous ceux qui, peut-être, en découvrant au fur et à mesure ma chaîne, auraient envie de faire de la prod plutôt que d'être juste dans le schéma. Voilà, je vais faire du développement, je vais faire chef de projet ou ce genre de choses. Donc la prod, hein, juste pour vous rappeler, c'est un métier qu'on n'apprend pas à l'école, c'est un métier qui s'apprend au fil de l'expérience. Donc ça veut dire que ça peut laisser des opportunités pour des gens qui n'auraient pas de diplôme d'ingénieur. Ça peut aussi en laisser pour ceux qui en ont. J'ai des collègues qui en ont, j'en ai qui ont des bacs plus 4. J'en ai qui sont comme moi, qui ont des bacs plus 2. J'ai même rencontré des gens qui avaient juste un bac, qui ont réussi à percer et à travers l'ingénierie de production, ils ont réussi à obtenir des postes très bien payés. Aujourd'hui, donc ce sera donc quelques étapes, les 6 étapes en fait. En gros, il y a 6 étapes qui m'ont permis d'arriver au poste où j'en suis. Et c'est un peu sur ces 6 étapes que j'aimerais faire les prochaines vidéos pour justement expliquer à tout le monde comment y arriver. Donc on va commencer avec la première étape, c'est celle par laquelle moi j'ai commencé, c'est le technicien de support. Le technicien de support, ça permet de rentrer dans le monde de l'informatique en entreprise. Ça permet d'avoir une première expérience pour laquelle ça ne nécessite pas forcément d'avoir des diplômes. Pour être technicien de support, ça veut dire connaître les PC, ça veut dire pouvoir parler, être capable de parler avec des gens, ça veut dire être capable de résoudre des incidents. Il y a pas mal de choses en fait qu'on apprend, je veux dire des expériences terrain qu'on a en tant que technicien de support. C'est une très très bonne école pour débuter. Donc ce passage-là, alors bien entendu, il n'est pas obligatoire. Si vous avez déjà un diplôme d'ingénieur, normalement vous devriez pouvoir commencer à une des prochaines étapes. Cependant, voilà, pour beaucoup d'entre vous, le passage de technicien de support, ça peut être en effet un bon moyen d'entrée. Par exemple, je pense aussi à tous ceux qui sont en reconversion professionnelle. Ça peut être un bon moyen d'entrer dans l'informatique. Et derrière, ça vous donne une première expérience. Donc ensuite, la deuxième étape, c'est le technicien d'exploit. Alors celui-là, il est moins connu. Ce qu'on appelle technicien d'exploit, on peut aussi l'appeler pilote, pupitreur. Il y a plein de noms, de termes pour ce métier-là. Le technicien d'exploit, en fait, c'est vraiment un passage vers la partie applicative de l'informatique en entreprise. À savoir, quand on est technicien d'exploit ou pilote, très souvent, on va avoir la responsabilité de certaines applications, mais à un niveau, en fait, tout doit être procéduré. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez avoir accès à l'outil de supervision, vous allez recevoir les alertes. En fonction de l'alerte, vous allez avoir une procédure à exécuter, et derrière, voilà, vous allez dérouler, sinon vous allez escalader. C'est pas beaucoup plus que ça. Si c'est pas procéduré, en général, c'est de l'escalade. Donc, ça vous permet d'entrer dans la production applicative. L'étape 3, donc celle d'analyste d'exploitation. Alors l'analyse d'exploitation, ça va un petit peu plus loin que le technicien d'exploitation. On n'a pas forcément les documentations pour résoudre les incidents. On va commencer un peu à analyser les logs, on va commencer un peu à vraiment avoir ce travail de compréhension de l'incident et de déclenchement de l'action pour corriger. Bien entendu, il y aura toujours des procédures. Dans la plupart des cas, il y aura des explications qui seront déjà faites. Donc, on ne vous demande pas à ce niveau-là de reprendre une prod et de tout gérer de A à Z. Non, pas encore à ce niveau-là. L'analyse d'exploitation, moi j'ai commencé à faire l'analyse d'exploitation, c'était dans ma 3e expérience, donc c'était à Carrefour. Donc voilà, donc en fait, j'étais passé de technicien d'exploit à analyse d'exploit. J'ai commencé à prendre un peu la main sur les incidents. J'ai commencé aussi voilà, à mieux comprendre les systèmes d'ordonnancement. Et donc, c'est une étape vraiment là qui vous permet de franchir un cap. On n'est plus dans l'application de procédures, on est réellement dans l'analyse, dans la recherche
dans la résolution d'incidents un peu avancée. Très souvent, on va dire que le technicien d'exploit, ça va être le niveau 1. L'analyse d'exploit, c'est à peu près le niveau 2. Pas encore tout à fait, mais c'est quasiment le niveau 2, suivant les boîtes. Des fois, il n'y aura pas de pilote, ce sera directement l'analyse d'exploit. Parfois, ce sera technicien d'exploit et analyse d'exploitation. Donc ensuite, l'étape 4, là, la reine, ingénieur de production. En fait, l'expérience d'analyse d'exploitation, elle va vous permettre, au bout de une, peut-être 2 expériences, de commencer à essayer de postuler à des postes d'ingénieur de production, puisque vous aurez la capacité de répondre à des gens de tout profil. Vous allez avoir affaire à des personnes en cas d'incident, en cas de demande, tout ça. Donc ça, vous allez le maîtriser, toute la partie communication. Avec la partie analyse d'exploitation, vous avez vraiment une analyse poussée au niveau des incidents, de ce que c'est une application, de comment fonctionne un système, des différents interlocuteurs que vous pouvez avoir dans une entreprise. Et donc, là, vous allez commencer à pouvoir postuler vers des postes d'ingénieur de production. Moi, j'appelle ça le Graal, parce qu'en fait, c'est le passage au statut d'ingénieur. Ça veut dire que même si vous n'avez pas le diplôme, si vous arrivez à valider votre expérience et 2 postes d'ingénieur de production, après, c'est bon. Ça veut dire que vous avez 2 expériences dans le CV en tant qu'ingénieur de production, c'est bon, vous pouvez vous vendre ingénieur de production partout. Personne ne va remettre en question votre statut et votre légitimité. Donc c'est pour ça que vraiment, ce passage-là, c'est vraiment le passage qui changera la donne pour vous. Moi, mon premier poste d'ingénieur de production, je crois qu'à l'époque, c'était 45 000 euros l'année. Donc 45 000 euros l'année, à l'époque, on commençait quand même à être bien. Et puis surtout, on commençait à être un peu plus respecté. Voilà. On a le statut d'ingénieur de production. Ça veut dire que là, on va commencer à rédiger les procédures. On va commencer à améliorer, à optimiser les productions. Donc là, c'est vraiment un travail de conception, mais pas de conception en développement. On va faire du script, bien entendu. On va commencer, on va faire pas mal de choses au niveau vraiment optimisation des productions. Procédures, là on va être des principaux interlocuteurs entre les fonctionnels et entre les autres corps de métier, type infrastructure, réseau et tout ça. Donc là réellement on commence à concevoir vraiment la production. Ensuite, là c'est une étape qui n'est pas si vieille que ça, c'est l'ingénieur DevOps. Au moment où vous arrivez à valider ce statut-là, toutes les entreprises vont s'arracher. Elles vont vraiment essayer de vous avoir chez elles. Pourquoi? Parce que l'ingénieur DevOps, là où il va plus loin que l'ingénieur de production, c'est que lui, il va créer l'usine pour l'ensemble des déploiements, pour l'ensemble des installations. Ça va vraiment être le vrai lien entre le dev et l'ops, à savoir entre la partie développement, conception des logiciels et la partie déploiement, maintenance. Donc là, vraiment, ça va construire l'automatisation. Donc avec des outils type Jenkins, GitLab, Azure DevOps, il y en a vraiment beaucoup. Là, l'ingénieur DevOps, il est vraiment au cœur de la production et de l'automatisation de la production. Donc, à partir du moment où vous êtes ingénieur DevOps, là vraiment, parce qu'en fait, ça ne se forme pas à l'école. C'est pas un métier que vous allez trouver, tiens, je veux devenir ingénieur DevOps à l'école. Non. L'ingénieur DevOps, ça veut dire que vous vous êtes intéressé à ce métier, vous vous êtes formé aux différentes solutions d'automatisation. Et donc, vous avez vraiment, vous aurez un vrai impact sur la production. Puisque une fois que vous allez arriver dans une production, que vous allez mettre en place tous les outils pour le DevOps, l'entreprise va gagner un temps fou. Puisqu'ils pourront directement déployer leurs applications. Toute la partie log, elle va être très certainement embarquée dans ce que vous allez déployer. Il n'y aura plus d'action manuelle, il n'y aura plus de risque sur ah là là, celui-là il a cliqué ici, mais il a oublié de changer la virgule ou machin. Non, vous allez mettre en place tout. Donc en plus, il y a différentes notions. Il y a le DevOps, le DevSecOps, il y en a plein. Donc du coup, vous allez sécuriser l'ensemble de la chaîne de déploiement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très recherché. Alors bien entendu, on n'arrive pas à ingénieur DevOps en 2 ans ou 3 ans. Si vous partez, on va dire, de technicien de support, il va falloir en effet quelques années, pas mal d'expérience et beaucoup d'investissement personnel. Puisqu'il va falloir que vous appreniez non seulement le fonctionnement des applications, et ça, je vais essayer de vous aider pour ça à travers différentes vidéos, mais aussi les logiciels qui permettent l'automatisation. Il va falloir avoir aussi la logique d'automatisation,
Donc du coup, ça demande un petit peu quand même d'expérience terrain, même pas mal d'expérience terrain. En tout cas, ce poste-là, si vous arrivez à atteindre ce statut, là vous êtes tranquille. Franchement, je ne sais même pas aujourd'hui combien ça facture l'ingénieur DevOps. C'est au moins minimum 65K l'année. Donc voilà, à 65K, on commence à être bien. Donc l'étape 6, que j'ai mise volontairement après, même si moi j'y suis passé après, à partir de l'étape 4, c'est l'expert en freelance. Alors ce que j'appelle expert en freelance, c'est il y a différents niveaux d'expertise. En effet, il y en a qui vont se focus sur une techno. Beaucoup de gens, voilà, c'est ça, ils vont se mettre une techno à fond. Moi, c'est pas du tout ce que je préconise. Il y en a qui le font et ça marche très bien pour eux et ils facturent très très cher. Le truc, c'est que pour se lancer en freelance, il faut vraiment être sûr d'avoir, comment dire, tout le temps une mission. Je m'explique. Quand je suis passé ingénieur de production, j'ai d'abord validé avec 2 expériences. Ensuite, moi, je suis passé responsable de prod. Bon, bref, il s'avère que c'était pas mon truc. Mais le fait d'avoir validé, je savais que j'allais pas me retrouver avec des périodes sans prestation. Tant qu'on est salarié, entre 2 missions, on est payé. Quand on est en freelance, si on n'a pas de mission, on a zéro. Donc voilà, donc c'est vraiment l'étape où on est sûr que notre profil est recherché, qu'on ne va pas se retrouver avec des périodes d'intercontrat, puisque l'intercontrat en freelance, ça veut dire zéro. Donc là, c'est vraiment l'étape où c'est une récompense financière pour tous les efforts. C'est une vraie reconnaissance de tout ce qu'on a fait, puisque aujourd'hui, voilà, on va se dire, ok, j'arrive, je suis en freelance. Donc là, c'est pas uniquement les entreprises en fait clientes qui vont vous proposer, c'est carrément les entreprises informatiques, les ESN. C'est directement les ESN qui vont vous faire travailler. Ça veut donc dire qu'elles recherchent un domaine d'expertise que vous avez et qu'elles ne trouvent pas sur le marché. Donc c'est vraiment une vraie reconnaissance. C'est aussi, c'est vrai que je l'ai écrit, c'est aussi la liberté de choisir ses clients. En effet, en tant que freelance, vous pouvez très bien choisir un client. Avec ce client, ça se passe pas bien. Je sais pas, il vous laisse pas la liberté de, comment dire, de mettre en place les bons outils. Vous voyez que sa logique elle est pas bonne. Vous pouvez changer. Vous avez un mois de préavis, vous pouvez changer. Vous partez sur une autre mission. Derrière, personne ne peut rien vous dire. Vous êtes vraiment libre de choisir vos clients. Et en plus, le fait d'être freelance, ça veut dire que vous avez suffisamment confiance en vous. Donc, la confiance, c'est toujours pareil. Si vous avez confiance en vous, ça se ressent. Et donc, du coup, il y a plus d'entreprises qui vont vous rechercher. C'est souvent comme ça que ça marche. C'est un peu voilà donc la roadmap en fait que moi j'ai suivi, que bon, à part la partie expert en freelance où moi j'y suis passé avant, donc au niveau de l'étape 4. Si vous arrivez au niveau de l'étape 4, tant mieux. Si vous arrivez au niveau de l'étape 5, c'est pas mal aussi. Franchement, il n'y a pas de règle. Mais en tout cas, voilà, c'est la roadmap que je vais essayer donc de vous faire prendre. Même si derrière, si vous avez d'autres envies, je vais aussi essayer de voir si je peux faire venir des gens sur ma chaîne, des experts, par exemple réseau, des experts ordonnancement, des experts d'autres choses. J'aimerais beaucoup essayer de faire venir des gens sur ma chaîne pour pouvoir mettre en avant d'autres types de métiers. Ça, c'est ma voix à moi, mais il y en a d'autres. Et si vous sentez peut-être un peu plus intéressé par, je sais pas, toute la partie sécurité, réseau, développement, j'aimerais essayer de faire venir aussi des personnes comme ça qui sont experts dans leur domaine, des personnes avec qui j'ai travaillé, ou même des personnes qui sont vraiment reconnues dans leur métier, et pouvoir un peu évoquer avec eux comment faire pour arriver à leur statut, à leur niveau et tout ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, abonnez-vous. Je vais essayer d'en faire d'autres avec un peu plus de détails sur chacun des postes, ce qu'il faut apprendre, quels sont les outils à connaître, où est-ce que vous pouvez trouver des formations qui vont être peut-être même remboursées par le DIF, ou est-ce que vous allez même pouvoir vous auto-former directement. Et donc, bah voilà, n'hésitez pas, abonnez-vous. Allez, bonne journée.